Eh bien, bonjour, cher public éloigné. Je me présente rapidement avant de présenter les quelques slides de notre sujet. Je suis donc euh, président d'honneur de l'Institut Renaudot. Alors, ce n'est pas la présidence d'honneur qui est importante, mais c'est l'Institut Renaudot, dans la mesure où c'est une association qui, depuis le début des années 80, développe le plaidoyer pour les démarches communautaires et a développé aussi un centre de ressources pour leur permettre de se développer sur le territoire. Et je suis en Pays de la Loire depuis quelques années et en Pays de la Loire, membre de la conférence régionale de santé et de l'autonomie où je préside la commission prévention. Voilà pour situer un petit peu. Et donc, je vous propose donc. C'est ici? Oui. Non. Normalement. Alors, on souhaitait, avec mes collègues de la PMSL et de CoSanté, vous demander de commencer, vous, à travailler en nous donnant, mais rapidement, hein, c'est juste pour voir un petit peu l'état de nos réflexions communes, 2 mots, selon vous, pour définir la santé communautaire. À vous l'écrit et la parole. On est écrit dans le chat. Oh, merde. Oui, oui, oui. C'est dans les tableaux. Non, ça n'est pas ça. Ok. Oui. Alors, donc, nous avons participatif, approche globale, participatif, précarité, réseau, citoyen, santé globale, l'holicisme, échange et partage, problématiques communes, participation, santé participative, participatif inclusif, usager, bénévolat. Il y a beaucoup de mots-clés, hein. Co-construction avec la population, liens sociaux, participation commune. Très bien. Alors, Marc Chuanon, est-ce que vous êtes d'accord avec toutes Écoutez, tous je ces me mots-clés? demande ce que j'ai encore à vous dire. Bon, écoutez, on va donc dérouler notre proposition et on aura l'occasion ensuite peut-être avec l'autre présentation qui sera faite d'avoir un échange de questions-réponses. Alors, je vous propose très rapidement, parce qu'évidemment le temps nous est compté, de vous donner une très courte histoire de la santé communautaire, mais qui a son importance pour voir dans quel monde elle se développe. En fait, vous avez la célèbre conférence de l'Organisation mondiale de la santé d'Alma-Ata qui a défini et impulsé l'idée des soins de santé primaire, évidemment, qui pour vous n'ont aucun secret. Et dans cette charte de la conférence de l'OMS d'Alma-Ata, la notion de santé communautaire est apparue pour la première fois pour l'Organisation mondiale de la santé dans la forme moderne. Dans les années 60, j'ai omis de dire aux États-Unis, en Amérique latine, se sont menées les premières actions intitulées Actions de santé communautaire. Et pour une période un peu plus récente, dans les années 70 et 80, on a vu un mouvement très original au Québec avec les centres locaux de santé communautaire et la naissance, après les événements de 68 en Belgique, des maisons médicales belges.
En 1986, nouvelle conférence de l'Organisation mondiale de la santé, qui a publié la charte d'Ottawa de promotion de la santé, un document que vous connaissez et qui mérite d'être quasiment lu tous les matins en se levant, et qui, dans une des 5 stratégies, propose la stratégie de santé communautaire pour développer la promotion de la santé. Alors ensuite, j'ai eu envie d'insister sur ce point. En France, dans les années 90 jusqu'aux années 2010, la santé communautaire a connu vraiment une vie marginale et difficile. Hein. Certes, la Société française de santé publique avait un peu travaillé le sujet, mais en dehors de quelques associations, en dehors d'associations nationales comme Aide ou Médecins du Monde, il n'y a pas eu grand-chose en matière, en tout cas, d'expression de la santé communautaire, sinon au début des années 2000, avec le dispositif des ateliers santé-ville, on a vu qu'on pu se développer en s'intitulant comme cela des actions de santé communautaire qui ont ensuite été prises en relais par les contrats locaux de santé qui ont nécessité à l'époque de se lancer, pas pour tous, mais pour un certain nombre d'entre eux, dans des diagnostics communautaires qui ont été réalisés. Depuis quelques années, des récentes années, on constate un développement de la santé communautaire, des actions de santé communautaire à travers les centres de santé, les maisons de santé et quelques ARS qui les inscrivent maintenant, ou bien encore plus récemment l'école des hautes études de santé publique. Donc c'est en voie, on va dire, de développement. Alors, j'ai pris là une définition, il y en a un certain nombre. J'ai choisi une définition qui est dans le bouquin d'Éric Breton, que certains peut-être connaissent, de l'HESP, qui dit donc que l'action communautaire en promotion de la santé, c'est important, chaque mot compte dans ces cas-là, l'action communautaire en promotion de la santé désigne toute initiative de personnes, d'organismes communautaires. Alors, le terme d'organisme communautaire, c'est un terme québécois, hein. Ça correspond en France aux associations de communautés territoriales ou d'intérêts ou d'identité visant à apporter une solution collective et solidaire à un problème social ou à un besoin commun, contribuant à exercer un plus grand contrôle sur les déterminants de la santé, à améliorer leur santé et à réduire les inégalités sociales de santé. Je vais évidemment développer. Alors, je vais vous présenter un ensemble de repères. Je vais vous préciser que ce ne sont pas des repères officiels, des repères de l'Organisation mondiale de la santé. C'est en fait des repères ou des caractéristiques qui ont été élaborées par des équipes de plusieurs pays, Espagne, Belgique, Québec, qui ont pensé que ce serait intéressant d'essayer de préciser ce que c'est qu'une action communautaire. Donc, on a monté, avec des financements de la communauté européenne, tout un travail qui a essayé de voir quels étaient les éléments qui étaient les mêmes quand on parle d'action communautaire dans ces différents pays. Et du coup, a été élaborée une plaquette que vous trouvez sur Internet, extrêmement bien faite, qui définit 8 repères complémentaires. J'insiste sur le mot complémentaire. C'est donc pas des repères indépendants les uns des autres, mais c'est vraiment des repères qui vont les uns avec les autres, qui visent à caractériser les démarches communautaires. Ça ne veut pas dire que s'il n'y en a que 7, ce n'est pas une démarche communautaire. C'est vraiment l'idée d'essayer d'être plus clair sur ce que c'est qu'une démarche ou une action communautaire en santé, et c'est un cadre donc pour l'action. Alors, je vous présente donc les 8 repères. Le premier repère, c'est celui de la notion de communauté qui a beaucoup fait couler d'encre et de discussions infinies. Ici, l'idée est, dans ce repère 1, la démarche communautaire concerne une communauté définie comme un ensemble de personnes présentant un sentiment d'appartenance commun. Je dois dire que cette partie de phrase, je la supprimerai volontiers. En tout cas, c'est un ensemble de personnes, habitants, professionnels, élus, institutionnels, qui ont
qui peut se définir selon son espace géographique. Ça peut être un ensemble de personnes dans un quartier ou un sous-quartier d'une ville, de personnes qui ont des caractéristiques ou un intérêt commun pour telle ou telle question, et une situation problématique commune. Ça, c'est l'idée de communauté, de groupe en quelque sorte. Le deuxième repère est essentiel. Je dirais pour moi, c'est sinon le plus important, mais en tout cas, vraiment, chaque mot compte. Dans l'action communautaire, dans la démarche communautaire, l'idée est de favoriser l'implication de tous les acteurs concernés dans une démarche de co-construction. Vous voyez bien que rien que dans le titre de ce repère, tout y est. Alors, la démarche communautaire favorise la création d'un contexte qui permet et encourage la co-construction et l'implication de tous les acteurs. Alors là, c'est habitants, professionnels, élus, institutions, mais évidemment, selon les actions, on verra que les acteurs peuvent être très divers, mais c'est vraiment cette idée, il faut que tous les acteurs qui sont concernés par un problème soient dans la boucle, dans les différentes étapes de la démarche, c'est-à-dire le diagnostic, la prise d'initiative, la décision, l'évaluation et l'évolution. C'est-à-dire que ce n'est pas une implication à un moment donné de l'action, c'est bien une implication dès l'intention de l'action. Ce contexte est garant de la reconnaissance de la légitimité des compétences et de la capacité d'agir de chacun, et notamment des citoyens. La démarche communautaire implique la participation à chaque étape de développement de l'action de la communauté concernée, c'est-à-dire de la population, des professionnels de tous les secteurs et des responsables politiques et institutionnels. Et l'idée est vraiment d'avoir un peu tous ceux qui peuvent contribuer à l'action. Cette dynamique de participation nécessite de créer les conditions d'implication et notamment de mise en capacité et de mise en pouvoir des uns et des autres. Alors, vous connaissez probablement telle ou telle échelle de participation. Vous savez qu'on emploie le mot participation à toutes les sauces, dans toutes les occasions, mais je me suis permis de vous mettre une des échelles qui existent. Il y en a d'autres, mais elles vont toutes dans le même sens. Il y a vraiment des niveaux de participation très différents, et c'est tout à fait important de clarifier dès le départ, parce qu'il n'y en a aucune qui n'est pas valable, hein, mais simplement elles sont différentes et elles ont des intentions différentes. Donc vous avez l'information qui permet de faire connaître les actions, vous avez la consultation qui permet aux acteurs de poser des questions, émettre des critiques et des suggestions, vous avez la concertation qui va un peu plus loin, qui est une pratique qui consiste à faire précéder une décision d'une consultation des parties concernées. Vous avez ensuite l'implication qui permet aux acteurs de participer à la construction des actions, et vous avez la codécision. Vous voyez bien qu'on a des niveaux différents. Alors, je vous ai mis une autre échelle, mais vous aurez le PowerPoint et vous retrouverez, c'est la même idée de niveau. Alors, le repère 3 est un repère important, pour nous professionnels, parce que ce n'est pas forcément si évident que ça, de favoriser, de permettre un contexte de partage des pouvoirs et des savoirs. La démarche communautaire vise à mettre en place des relations où la spécificité de chaque acteur, professionnel, institution, politique, habitant, usager, est reconnue. Ces relations reposent sur un partage des savoirs et des pouvoirs. S'engager donc dans une démarche concrète de pratique communautaire en santé nécessite pour l'ensemble des acteurs concernés d'entrer dans des relations plus égalitaires, négociées, parfois contractuelles. Cela nécessite, notamment pour les professionnels de santé, à renoncer à leur toute-puissance. Je ne me permettrai pas de penser que vous êtes dans la toute-puissance au bout de vos écrans, mais en tout cas, c'est quand même une réalité de nos professions, ou de certaines de nos professions, et à une conception monolithique du savoir d'expert. Alors, le repère 4, la caractéristique 4 de ces repères du secrétariat européen, c'est valoriser et mutualiser les ressources de la communauté. C'est là aussi très important parce que vous le savez, vous êtes déjà dans ces démarches pour la plupart d'entre vous. La démarche communautaire cherche à identifier, à trouver, à stimuler, à mobiliser les ressources du territoire, parce qu'il y en a des nombreuses et des diverses, et de chaque acteur individuel et collectif,
en reconnaissant leur spécificité, leur complémentarité et je dirais leur nécessité, quoi. La démarche communautaire en santé propose une approche allant dans le sens du développement social et individuel, le développement du pouvoir d'agir, on a emploie parfois le terme d'empowerment, qui constitue autant une stratégie de mobilisation qu'un objectif en soi au service de la santé. Le repère 6, c'est avoir une approche globale et positive de la santé. C'est là aussi extrêmement important parce que, et là aussi je pense que dans vos pratiques, vous l'avez constaté, parfois nos concitoyens, nos usagers, ce n'est pas d'abord des questions de soins qui les préoccupent le plus, ça peut être des questions de l'école de leur enfant, de leur travail, etc. Et donc la démarche communautaire est par essence une démarche de promotion de la santé, et la promotion de la santé, c'est de pouvoir agir sur les différents déterminants de la santé. La démarche communautaire prend donc en compte et intègre, outre les dimensions et paramètres du champ sanitaire, ceux du champ social, économique, environnemental et culturel. Et il est bien dit dans le repère 7 d'agir sur les déterminants de la santé. Donc on verra que les démarches communautaires agissent sur les facteurs qui sont la source des problèmes de santé. Et on pourra développer et répondre à vos questions là-dessus. Alors, évidemment, le repère 8 pointe une question tout à fait importante dans les démarches communautaires, c'est la nécessité de travailler en intersectorialité. La démarche communautaire en santé vise à soutenir la participation de tous les secteurs concernés par la santé globale. Elle vise à favoriser les décloisonnements institutionnels et professionnels et l'implication de partenaires et de secteurs diversifiés. Elle doit veiller à définir et à clarifier les rôles et places de chacun de ses partenaires. Peut-être dans la discussion, on pourra préciser, mais cette question d'intersectorialité est absolument essentielle pour la réussite des actions et démarches communautaires. Et enfin, il y a un repère méthodologique qui est ajouté pour réaliser l'ensemble de cette caractérisation des démarches communautaires. C'est celle de mettre en place un processus d'évaluation partagée et permanente pour permettre une planification souple. La démarche communautaire se réfère à un plan d'action. Enfin, vous verrez, c'est vraiment l'idée de méthodologie de travail pour développer les démarches communautaires. Alors, la deuxième question qu'on avait envie de vous poser, après avoir planté le décor de ce que c'est qu'une démarche communautaire, de ses caractéristiques, on voulait vous demander, parce que ça paraissait quand même la condition, finalement, pour développer des démarches participatives pour une association, pour un groupe, etc., et pour vous. Donc, pourquoi une démarche communautaire? Alors, on vous pose la question, je vous pose la question, pourquoi vous vous intéresseriez et vous souhaiteriez, vous pensez nécessaire, utile de développer, d'engager, de développer une démarche communautaire? Alors, pour répondre à cette question, vous avez deux moyens, soit de prendre la parole, tout simplement, ou sinon d'écrire sur notre tableau blanc. Donc, pas via le chat, s'il vous plaît, mais à partir du tableau blanc. Donc, vous pouvez écrire sur le tableau blanc, ou sinon prendre la parole directement. On prend la parole, mais oui, allez. On écrit. On n'arrive pas à écrire. D'accord. On voulait noter, valoriser l'expertise des usagers et des usagères et agir sur les déterminants de santé. Ok. Agir sur les déterminants de santé, donc on a pu l'écrire. Et le deuxième, pardon? Valoriser l'expertise des usagers. Alors, ouais. Se baser sur l'expertise. Ok. Merci beaucoup, Charline. Donc, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Pourquoi, d'après vous? Pour que les projets menés soient plus en accord avec la question des agents. Ça, c'est très important. Donc, échange d'expérience en santé, patient.
basé sur l'expertise des habitants, très bien. Problématique des personnes éloignées des soins en raison de facteurs sociaux. Oui, donc on voit qu'il y a de la création avec un rectangle jaune dans un cercle noir et dans un carré rouge. Super. Favoriser les liens sociaux. Les patients sont des personnes avant tout. Donc on précise, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Et il n'y a rien à gagner non plus. Ça, c'est moins bien. Ça, c'est moins bien, ouais. Être au plus près des... Alors, je ne vois pas la fin de la phrase. Être au plus près des patients, je suppose. Rendre les patients acteurs de leur santé globale. Très bien. Alors, rendre les patients acteurs de leur santé globale aussi. OK, donc on se retrouve. Partir des ressources dont disposent les personnes. Je me permets de prendre la parole, Oui, Capucine oui, Auray, bien parce que sûr. je n'arrive pas à écrire non plus. Il y D'accord. avait aussi la question de permettre des projets identifiés comme nécessaires et importants pour l'ensemble des acteurs qui vont intervenir sur la mise en œuvre et sur l'écriture. Et voilà. D'accord. Je te laisse noter, Audrey. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer mais qui n'arrivent pas à écrire sur le tableau? C'est bon? OK. Merci à tous pour votre contribution. La question que je vous ai posée, elle me paraît particulièrement importante parce que, je vous l'ai dit en début de présentation, la démarche communautaire est encore extrêmement minoritaire en France, hein. Les agences régionales de santé, par exemple, qui ont leur responsabilité sur le pilotage de la santé au niveau régional, il y en a aujourd'hui 2 en France qui ont inscrit le terme santé communautaire dans leur projet régional. Et, et, notre webinaire d'aujourd'hui montre qu'on est actuellement à s'interroger encore, à voir encore comment y aller. Mais la question qui me paraît tout aussi importante du comment y aller, c'est pourquoi y aller. Pourquoi une agence régionale? Pourquoi une maison de santé? Pourquoi un centre de santé? Pourquoi une association développerait des démarches communautaires en santé? Et les raisons pour, pour ne pas les proposer ou pour s'interroger sont nombreuses. Du coup, poser la question «Pourquoi?» me paraît être tout à fait essentiel. Donc, j'ai essayé d'imaginer les pourquoi selon les acteurs concernés. Alors, au niveau des pouvoirs publics, pourquoi aujourd'hui les pouvoirs publics, les autorités publiques pourraient être amenées à proposer, à faciliter, à encourager les démarches communautaires? Eh bien, sans faire une liste exhaustive des raisons possibles, euh, il est quand même intéressant de comprendre qu'aujourd'hui, et récemment encore une fois, on voit une tendance à soutenir, à encourager les démarches communautaires. Je vous montrerai au niveau de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Voilà. Voilà. Alors, c'est trois raisons, et encore une fois, c'est sûrement pas l'ensemble des raisons, mais un, l'explosion des inégalités sociales de santé et leurs conséquences, la crise et le coût des ressources, et les limites des actions de santé publique traditionnelles. Ces trois éléments-là montrent à quel point, enfin, expliquent les raisons pour lesquelles on peut penser que les pouvoirs publics, ou certains d'entre eux, considèrent que peut-être
que d'impliquer davantage les citoyens, d'aller vers les citoyens, serait une manière, sans doute intéressante, de contribuer à réduire les inégalités, de peut-être limiter les coûts ou les coûts inutiles et d'avoir des résultats améliorés en termes d'action de santé publique. Alors, au niveau des professionnels que vous êtes, qu'est-ce qui peut amener des professionnels à s'engager dans des démarches communautaires de santé? Vous l'avez évoqué en répondant, mais là aussi, évidemment, je ne vous ai pas mis une liste exhaustive des raisons pour lesquelles vous pourriez le faire. Vous l'avez beaucoup plus développé que je le fais là, ici. C'est l'efficacité pour votre travail. Vous pensez que votre travail sera plus efficace en travaillant davantage avec les usagers. Ça peut être une raison plus, plus concrète d'avoir des financements pour vos structures. Et c'est peut-être aussi, pour un certain nombre de professionnels, d'un sens donné à leur travail, voire une remise en cause de la hiérarchie des salaires pour d'autres. Donc, on voit bien que les raisons pour lesquelles on est amené ou on peut être amené à s'engager en santé communautaire, j'ai souhaité le dire de façon aussi crue que je le dis là, c'est 3 des raisons possibles. Alors, au niveau des habitants, usagers, citoyens, quelles sont là encore les raisons pour lesquelles la démarche communautaire, l'action communautaire peut être intéressante? La première idée, c'est faire pour moi sans moi, c'est faire contre moi. C'est vraiment une idée fondamentale sur laquelle on va revenir tout le temps et tout le temps et tout le temps dans nos pratiques professionnelles. Mieux comprendre, c'est-à-dire, là encore, pour les citoyens, d'être dans une démarche où ils sont associés, c'est une des conditions pour mieux comprendre ce qu'on leur propose, leur situation, comment ils peuvent agir sur leur situation. Mieux pouvoir agir sur leur santé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans ces démarches communautaires telles que vous les ai décrites, pardon, c'est une manière aussi de ne pas être simplement acteur à côté d'eux, mais être impliqué dans sa démarche personnelle de santé. Des, 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 et on le constate à travers toute une série d'exemples. Là, j'ai pris l'exemple que je vous citerai peut-être tout à l'heure des étudiants en relais santé, mais réellement, quand il n'y a pas de démarche communautaire en santé, on peut constater ici et là des réelles pertes de chance pour des actions conçues sans tel ou tel acteur. Je vais vous le dire dès à présent là, on fait un travail avec notre commission prévention de la CRSA avec des étudiants en relais santé au niveau de l'université, et on constate à quel point il y a un certain nombre de questions de santé qui touchent les étudiants, qui sont dues au mode de fonctionnement de leur institution scolaire, faculté, et si on n'a pas la faculté comme acteur de promotion de la santé, eh bien un certain nombre de conditions pour les étudiants sont mauvaises. Autre élément qui me paraissait important de vous mettre en avant, c'est de situer et de préciser quelles sont les origines ou les initiateurs possibles d'un projet participatif communautaire. Alors, on a les habitants, les patients, on a les associations, on a les centres de santé et maisons de santé, on a les communautés professionnelles territoriales de santé, on a des coordonnateurs de contrats locaux de santé, on a aujourd'hui les médiateurs en santé, on a enfin les agences régionales de santé. Autant d'initiateurs, ça ne veut pas forcément dire d'acteurs impliqués dans des actions communautaires, mais des acteurs qui peuvent être à l'origine ou initiateurs ou acteurs de projets participatifs. Alors, intéressant d'évoquer en santé communautaire sa valorisation dans les Pays de la Loire et le projet de plan régional de santé. Vous l'avez peut-être lu, le dernier plan régional de santé. C'est quand même particulièrement intéressant de constater à quel point l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire
et qui se distingue là de ce point de vue, a intégré la démarche communautaire en santé comme un de ses objectifs de développement de son projet régional de santé, avec, entre autres, évidemment, l'accompagnement régional au SECPA. Alors, je vous le lis rapidement, vous l'aurez dans le PowerPoint. L'orientation stratégique numéro 1 du projet régional de santé des Pays de la Loire, c'est la santé dans toutes les politiques favorisant la réduction des inégalités de santé. Et dans l'objectif opérationnel 1 de cette orientation, c'est soutenir l'engagement des acteurs dans une dynamique de prévention et de promotion de la santé, où est évoquée la démarche communautaire qui désigne, bon, je ne vais pas vous le répéter, mais c'est vraiment l'inclusion dans le projet régional de santé de la démarche communautaire en santé. Et vous le retrouvez également dans l'orientation stratégique numéro 2, le citoyen, l'usager, acteur de sa santé, de son parcours, avec l'idée de favoriser l'émergence de projets de prévention associant ou portés par les usagers ou leur entourage en renforçant leur pouvoir d'agir. Vous le voyez, on a là un projet régional ambitieux, et quand je dis ambitieux, c'est au sens de il faut le faire, hein, il va falloir le faire, avec toute la complexité et tout le changement de pratique que signifient ces différentes orientations. Alors venons-en peut-être plus concrètement et plus précisément maintenant au niveau des SECPA. Le SECPA, donc, c'est bien un dispositif avec un contexte comment dirais-je, de partenariat avec l'Agence régionale de santé pour développer des démarches participatives dans les centres de santé et maisons de santé. Alors, vous le connaissez mieux que moi, donc je ne vais pas développer. Je me suis simplement permis de reprendre dans la définition des SECPA la proximité avec la démarche communautaire en santé. Vous savez sans doute dans l'histoire de la circulaire que le terme communautaire n'a pas été retenu au profit du terme participatif. J'ai coutume de dire à quel point, évidemment, et je vous l'ai montré, participatif, c'est contenu dans communautaire, mais que communautaire n'est pas forcément toujours dans participatif. En tout cas, là, la démarche est clairement annoncée comme participative. Et ce que je me suis permis de faire, et vous le retrouverez, je ne vais pas vous le détailler, mais je trouvais intéressant de montrer, de reprendre les différents points du cahier des charges des SECPA et voir en quoi les différents points du SECPA croisent ou non les fameux repères que je vous ai présentés. Et on voit à travers ce tableau que j'ai réalisé à quel point il y a une proximité entre la démarche communautaire telle que je vous l'ai présentée avec les différents repères et le cahier des charges des SECPA. Alors, je suis toujours embêté avec le truc, la favori. Alors, je voulais vraiment insister sur un point essentiel des démarches communautaires. Alors, évidemment, qui vont vous concerner, vous, dans les centres de santé et les maisons de santé, et qui sont vraiment le cœur du cœur des démarches communautaires, d'une action communautaire de santé, avec l'objectif de systématisation de la place des usagers, habitants, citoyens et leur implication sur tout projet ou action de santé. C'est-à-dire, excusez-moi d'être un peu insistant là-dessus, parce que l'expérience que j'en ai me permet de le dire, on n'est plus simplement dans « ce serait bien d'associer les citoyens pour telle ou telle action ». C'est de considérer qu'il ne peut plus y avoir dans notre organisation de la santé de projets d'action de santé où le citoyen, l'habitant, l'usager n'est pas un des acteurs de l'action. Alors, dire ça comme ça peut paraître non pas une provocation, mais une insistance lourde, mais je risque cette insistance lourde parce qu'elle est au cœur de la démarche communautaire et elle est inclue maintenant dans le projet régional de santé des Pays de la Loire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas simplement du luxe ou une volonté de tel ou tel
d'impliquer le citoyen, ça devrait devenir une démarche qui est celle de toute action de santé. Alors, on utilise beaucoup, et depuis le Covid, ce terme qui m'agace personnellement un peu, l'aller vers les habitants. C'est déjà bien d'aller vers les habitants, c'est déjà tout à fait important, et on a vu que dans la période du Covid, ça a été particulièrement utile, évidemment, mais la démarche communautaire, c'est pas aller vers les habitants seulement, c'est faire avec eux, faire ensemble avec eux. C'est considérer que on a une démarche où les acteurs de l'action sont ceux que je vous ai présentés, dont les habitants, usagers, citoyens. Il s'agit de partir des préoccupations de ces habitants, usagers, citoyens, et non des seules attentes des initiateurs des actions. Alors, il ne s'agit pas de dire par là qu'il faut faire que à partir des préoccupations des habitants, mais bien de tenir compte, de prendre en compte, voire parfois de partir de leurs préoccupations. Nous, professionnels de santé, médecins ou autres professionnels de santé, on a constaté qu'il y a un problème d'obésité. Mais en face de nous, la personne qu'on a, mais excusez-moi d'être aussi insistant, mais vous le savez bien et vous le faites sans doute, c'est pas son problème de poids qui la préoccupe le plus, c'est telle ou telle autre question. Eh bien, si on commence par l'emmerder avec son poids, on ne pourra jamais l'avoir comme partenaire d'une action communautaire. Mais il faut donc que cette question de la préoccupation, de la place de la parole, de l'écoute, soit essentielle dans la démarche communautaire. Faire le lien entre leurs préoccupations et les déterminants de la santé, ça c'est l'idée vraiment d'approche globale, c'est-à-dire encore une fois, des gens peuvent très bien, quand on leur parle de santé, nous on a dans la tête parfois trop souvent soins, et eux ont dans la tête des questions de conditions de vie qui impactent sur leur santé physique et psychique, et c'est ces questions-là qu'ils veulent régler d'abord avant de passer à la question du soin. Passer de la rencontre individuelle à la dimension collective, évidemment, c'est le principe même de la démarche communautaire qu'on n'est pas toujours préparé à mener, nous, professionnels, et c'est évidemment tout à fait important. Repérer les ressources, les leaders, les réseaux informels, là, je ne vous développe pas, mais vous savez à quel point c'est important pour avoir les gens avec nous. Pratiquer la santé autrement, oui, je me suis permis de dire c'est plus facile à dire qu'à faire, et j'évoque quelques difficultés, bien entendu, mais elles ne sont pas là encore exhaustives, mais je pensais que c'était intéressant de l'évoquer en vitesse. J'ai peut-être dépassé mon temps. 2 minutes. Alors, la verticalité encore très forte dans les institutions et le fonctionnement de notre société, vous le savez bien. Certains des acteurs sont en position de savoir exclusif et de pouvoir. Pensez tout simplement, par exemple, aux réunions que nous organisons avec les habitants, où il y a une table avec ceux qui savent et puis ceux qui doivent écouter. Et ça, c'est vrai partout, tout le temps, très souvent en tout cas. Et ça, c'est des changements aussi bien formels, organisationnels que fondamentaux. La difficulté parfois à s'écouter, à comprendre ce que l'autre veut dire, à se compléter plutôt que de s'opposer. Évidemment, c'est un élément tout à fait important, celui de l'écoute. Vous êtes bien placé, évidemment, pour le faire déjà et depuis longtemps, mais c'est en même temps une question essentielle à la démarche communautaire. Alors, il y a le facteur temps. C'est un facteur qui est évidemment un inconvénient parfois, mais une nécessité toujours. L'inconvénient, c'est que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est parfois difficile dans nos emplois du temps chargés, mais en même temps, c'est fondamental si on a envie d'avoir une approche participative, collective de qualité. De la parole ou de l'écrit à l'acte, l'exemple de la non-participation des HUC, alors c'est ce que je voulais vous dire, c'est que attention à ne pas simplement déclarer qu'il y a participation, mais il faut vraiment la mettre en œuvre. Alors, oui, j'ai pensé intéressant là aussi mais compte tenu du temps, je vais aller très vite, mais c'est tout à fait important de mesurer. Alors, il y a des guides d'évaluation qui existent et que je vous ai cités en bibliographie à la fin de mon exposé, qui permettent de mesurer en quelque sorte l'intérêt des démarches communautaires. Et là-dessus, il faut qu'on soit extrêmement clair. Il y a des évaluations quantitatives et elles ont leur valeur.
il y a des évaluations qualitatives, mais il n'y a aujourd'hui pas assez d'évaluation des effets des démarches communautaires. J'en ai évoqué certaines, elles sont essentielles et il faut que nous soyons prêts à les argumenter, parfois même à les travailler avec des experts, parce que c'est tout à fait important de constater à quel point on peut changer, améliorer l'estime de soi dans les groupes fragiles, diminuer les comportements à risque, développer de l'entraide et de la solidarité avec les démarches communautaires. Alors là, j'avais envie de tout simplement vous montrer quelques exemples, et je suis désolé, mais là encore, le temps me manque. Et je me suis permis d'évoquer des démarches communautaires qui viennent du terrain, hein, donc bottom-up, comme on dit en anglais, ou des démarches communautaires, elles ont toutes autant de valeur que descendantes. Je pense à une gynécologue de PMI que j'ai connue qui a emprunté des repères de l'action communautaire en suivant un groupe de femmes en suivi de grossesse, qui a fait un travail d'écoute, d'accompagnement de ces femmes en petits groupes collectifs. C'est des femmes en grande souffrance sociale qui ont été, sur la durée de leur grossesse, mais littéralement transformées. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti là-dessus pour présenter cette expérience. Ben voilà une professionnelle qui a considéré que travailler autrement avec un groupe de femmes modifiait complètement sa pratique et surtout les résultats qu'elle pouvait avoir avec et pour ce groupe de femmes. Alors, le centre de santé communautaire dans un quartier sensible, je ne développe pas. Une action de santé publique qui s'ouvre à une démarche communautaire, c'est notamment dans le domaine du dépistage du cancer du sein qu'il y a eu des choses très intéressantes de fait. On s'est aperçu que le dispositif tout à fait de qualité des caisses primaires avait leurs limites d'accessibilité et qu'il fallait le voir par une démarche communautaire qui a donné des résultats tout à fait intéressants ici ou là où ça s'est mis en place. Là encore, c'est une action qui vient d'en haut, ou bien ça peut être, en France comme dans d'autres pays, une communauté qui s'organise en santé. J'ai pris l'exemple que je connais au Mali, ou bien, même si elle ne s'appelle pas santé communautaire, la démarche de parents qui s'organisent. Vous avez connu et suivi peut-être les problèmes de Sainte-Pazanne et des cancers infantiles, où c'est des habitants qui s'organisent et qui créent une démarche d'intérêt commun sur leur santé. Alors, pour approfondir le sujet, là, je ne vous les cite pas, mais je me suis permis de vous donner quelques références intéressantes si vous avez envie de vous plonger dans la lecture d'expériences ou de guides de mise en œuvre des démarches communautaires pour vous. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et puis on va passer la parole à Charline et à Elise de Maison Olympe qu'on a proposé en fait de partager leur expérience déjà de démarche en santé communautaire et notamment de diagnostic. Merci mesdames, c'est à vous. Merci beaucoup. Et désolée encore pour le retard. Oui, alors on a 10 minutes. Est-ce que vous avez notre document, s'il vous plaît? Oui, je vais le partager. Merci. Moi, je suis À partir de mon côté. et cofondatrice de Maison Olympe avec Charline Barbouki. On est toutes les deux suite à une rencontre il y a 3 années sur un projet initial. C'était pas de la santé communautaire, étonnamment, ce que je dis souvent, c'était pas. En fait, c'est dans la construction qu'on a rattaché à la santé communautaire et par des expériences partagées, évidemment, parce qu'en attendant le PowerPoint, je raconte un peu, mais effectivement, l'idée initiale, c'était vraiment d'offrir, de proposer un lieu avec une prise en charge très, très globale en santé gynécologique sur un quartier prioritaire, et vraiment cette prise en compte des déterminants de santé, elle était essentielle. Et du coup, à cette époque-là, j'étais vraiment à rencontrer toutes les associations qui pouvaient œuvrer dans le domaine des vulnérabilités, notamment de genre, et en santé gynécologique particulièrement. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré Charline. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on a continué notre route ensemble pour co-construire et on va vous expliquer ensuite comment Maison Olympe. Alors c'est vrai qu'on va peut-être du coup pas forcément s'attarder sur le diagnostic,
mais plutôt proposer les actions, enfin présenter les actions qu'on propose sur Maison Lab et puis notre organisation aussi. Oui, alors bonjour, moi, donc, je suis Charline Barouki, donc, je suis, comme Elise l'a dit, cofondatrice de Maison Olympe et donc j'ai le poste de co-direction et moi j'ai un profil d'intervenante sociale. Voilà. Est-ce qu'on peut passer? Je suis désolée. Alors oui, on vous entend assez mal. Alors malheureusement, on a un réseau, on a Maison Olympe là, en plein quartier où nous n'avons pas la fibre. Alors peut-être qu'on va parler plus fort, j'ai mis le son à fond. Dans les quartiers, on n'a pas de la fibre dans tous les quartiers prioritaires d'Angers et au même plaisir, là où on est, il n'y a pas encore la fibre qui est arrivée. Donc on a des gros problèmes de réseau. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas de main sur le... Je ne crois pas. En fait, il y a ça devant qui vient. Sur la diapositive suivante, c'est possible. Il n'y a pas d'accès. On fait ça. Non, parce que... Non, on ne peut pas. On n'a aucune possibilité. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu le lieu de Maison Olympe qu'on a réussi à ouvrir donc, le 2 octobre 2023, donc c'est assez récent, avec, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'ateliers qui sont mis en place justement pour travailler sur tous les déterminants de santé, comme on a. D'ailleurs, merci Monsieur Schoen pour votre présentation. On retrouve plein d'éléments. Voilà. Est-ce qu'on passe à la suivante peut-être pour… Vous nous entendez bien? Ça va? Voilà. Donc, le centre de santé Maison Olympe, c'est d'abord, enfin, Maison Olympe, c'est avant tout une association. On a déposé les statuts en été 2022 avec pour objet principal l'amélioration de la santé globale de la population avec une approche holistique en santé. Donc, dans les objets, il était essentiel pour nous d'avoir des actions qui permettent de réduire les inégalités sociales de santé et une proposition de soins primaires, en fait. C'était vraiment aussi ce qui fait l'identité de Maison Olympe, c'est la santé, l'approche globale et les soins primaires et la santé gynécologique. Donc, permettre à chaque personne de pouvoir avoir accès à une approche globale en santé, notamment santé gynécologique. Ce qu'on propose pour Maison Olympe, c'est de travailler sur tous les parcours de santé aussi et de pouvoir accompagner les personnes et faire des propositions à la fois sur Maison Olympe, dans cette approche globale, et puis aussi les accompagner dans leur santé, mais à l'extérieur de Maison Olympe, et leur permettre justement d'accéder aux soins, et notamment à l'hôpital, etc., par des accompagnements quand c'est demandé, quand ça se présente. Quand on a construit cette association, c'est vrai que pour nous, il était important que les deux pôles, que ce soit le pôle, le centre de santé et le pôle estime de soi, c'est très important parce qu'ils ont vraiment été construits l'un avec l'autre, ils sont imbriqués l'un avec l'autre. Et donc, on travaille sur le pôle estime de soi, plutôt sur des ateliers collectifs avec différents profils de professionnels, plutôt intervention sociale, bien qu'on anime beaucoup d'ateliers avec nos collègues du centre de santé. Mais c'est vraiment cette idée de pouvoir ouvrir un maximum de portes et de possibilités aux personnes d'être accueillies ici et de trouver l'angle vers le soin qui est le plus favorable pour elles. Je vais assez vite parce qu'il me reste 5 minutes parce que Madame Oudvin a des consultations. Donc, alors, il y a vraiment cette construction avec l'accueil inconditionnel, sans rendez-vous. On pousse la porte de Maison Olympe, on peut la pousser de 8h à 19h tous les jours et jusqu'au samedi midi. Donc, cette identité, on l'a portée fortement pendant tout le temps où on a vraiment développé tout un réseau à la fois d'usagers, associatifs, d'instances et tout ça, pendant toute la construction du projet de santé. Et effectivement, un de nos engagements forts, c'est la lutte contre les violences. Et cette approche-là, ce plaidoyer-là, en fait, il est essentiel pour nous. La crainte qu'on avait et qui a été partagée avant l'ouverture de Maison Olympe, c'est que comme c'était assez innovant dans la proposition de centre de santé à orientation gynécologique, on ne va pas parler de centre de santé des femmes puisqu'on a une approche inclusive en santé gynécologique, ce qui fait vraiment
l'identité de Maison Limpe, c'est aussi l'approche inclusive. Et en fait, la crainte qu'on a eue dans les échanges qu'on a pu avoir, c'était qu'il y ait confusion un petit peu, que l'identité de Maison Limpe ne soit pas perçue. Et là, on se rend compte depuis l'ouverture que l'identité de Maison Limpe, probablement parce que ça répond à vraiment un besoin des personnes. Et Maison Limpe est complètement identifiée dans ses missions, en fait, à la fois par les instances et par les habitants du quartier, puisqu'on s'est implanté sur Montplaisir, qui est un quartier politique de la ville, c'est le quartier le plus pauvre du Maine-et-Loire, donc quartier où c'est très enclavé, en fait. Et il y a vraiment eu une perception immédiate de ce qu'on proposait à Maison Limpe. Alors, c'est vrai que la participation des usagères, elle a été très importante aussi pour permettre cette identification forte. Et après, Est-ce qu'il y a après la suite? merci. Donc, effectivement, sur un quartier prioritaire, faire un lieu comme Maison Limpe, c'est aussi participer dans la dynamique en lien avec la ville d'Angers, de participer au rayonnement du quartier. C'est sûr que nous, on a une proposition sur la communauté des personnes qui ont un besoin en santé gynécologique. On n'est pas sur les habitants du quartier spécifiquement. Donc, en fait, le rayonnement, il est bien au-delà, il est départemental, voire au-delà. Et en fait, ça fait que sur ce quartier, il y a des personnes de partout viennent sur le quartier pour accéder à des soins gynécologiques. Effectivement, alors après, ça je l'ai déjà dit, mais c'est pour nous, et cette construction de la santé communautaire, ce qui est assez rigolo quand j'y réfléchis, parce qu'on a proposé il y a 15 jours une formation, une conférence sur la santé communautaire, qui était construite vraiment sur un mode communautaire, avec les usagers, justement, et une proposition d'atelier tout du long. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait rattaché à la santé communautaire après coup, en fait, après coup, pas après l'ouverture de Maison Limpe. Mais on avait déjà pas mal avancé dans l'idée de Maison Limpe. Et c'est vrai qu'après la question des centres de santé, on a commencé à vraiment. Moi, j'ai pu partir au Château en Santé, rencontrer les professionnels du Château en Santé. On a une collègue là qui est sur Maison Limpe, qui était à la place santé à Saint-Denis. Je travaille avec Gwenaëlle Ferré aussi sur le projet pour justement elle qui ouvrait le jardin une année avant. Enfin, on a pu vraiment échanger. Et j'ai eu la chance de partir avec une collègue qui travaille aussi à Maison Limpe, au Centre de santé des femmes de Montréal. Donc là, c'est une expérience en santé communautaire et en santé gynécologique. Là, ça a été hyper enrichissant. Et c'est une expérience qui date des années 70 pour nous. Donc là, c'était passionnant. Pour la diapo suivante, alors on va peut-être passer rapidement parce qu'on ne va pas avoir le temps. Peut-être. Alors ça, c'est ce qu'on a pu nous expliquer sur l'association avec les deux pôles. Et finalement, c'est vrai que Maison Limpe s'est construit tout de suite avec ces deux pôles qui étaient très engagés, de manière très transversale en fait. On peut rapidement parler du diagnostic. En fait, on a vraiment beaucoup travaillé en amont sur un diagnostic qui a été fait vraiment pour nous comme une étape initiale sur l'installation, en anticipant l'installation de Maison Limpe sur le quartier. Comme l'a dit Élise, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'acteurs du territoire qui ont, dès le départ, été impliqués, même avant la création de l'association. Avec le fort réseau, tout le monde s'est un peu emparé et a travaillé dans le but d'ouvrir cette maison-là. Donc, ce diagnostic a été vraiment très intéressant à faire pour nous aussi, connaître le quartier, le vivre vraiment au quotidien. Et donc, peut-être que le bon accueil qu'on a est aussi dû à tout le travail de diagnostic qui a été fait en amont. On peut passer, hein, c'est vrai qu'on avait prévu de vous parler de tout ce qu'on a travaillé. On a vraiment fait un gros diagnostic qu'on a pu présenter dans le projet de santé, mais ça, on pourra vous en reparler. Donc, on peut peut-être passer, voilà, on a vraiment travaillé avec les habitantes, les habitants, les associations, et on a essayé de voir quelle place nous, on pouvait prendre avec elles dans ce quartier, avec tous les éléments qu'on a pu récolter, soit par des enquêtes, soit par du travail, voilà, sur tous les éléments populationnels, par exemple, qui nous ont donné beaucoup d'indicateurs, et voir comment on pouvait orienter l'association. Donc voilà, donc on peut passer, il nous reste vraiment 3 minutes.
Sur la participation active, comme Elise a dit, donc on est une association, nous on a choisi un système de conseil d'administration collégial. Je suis désolée, on est en plein maison 1, il y a du bruit. Donc le conseil d'administration, dans ce conseil ont été élus des membres qui sont participantes aux ateliers, des personnes participantes aux ateliers ou des patientes. Et on travaille beaucoup avec elles. Donc là, on a des exemples d'ateliers qui sont mis en place. On voit sur la photo du haut qu'il y a une des participantes qui a apporté le ciseau le jour de l'inauguration officielle au maire. C'est vraiment, voilà, au-delà comment dire, excusez-moi, en plus il fait très très chaud, je perds. Voilà, elle participe à toutes les étapes. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une réunion avec la commission du conseil d'administration qui s'occupe des ateliers du pôle estime de soi et on a discuté ensemble de l'enveloppe du CVU qu'on vient d'obtenir, mais qu'est-ce qu'on en fait? Moi, mon travail, effectivement, en amont, ça a été d'analyser les besoins qu'on avait déjà analysés. On a une stagiaire qui est en Master 2, intervention sociale, là, qui nous a créé un superbe outil d'analyse des besoins sous forme de jeu de plateau. On est parti de ça, on a une boîte à idées, on a beaucoup interrogé les personnes. Et de tout ce matériel-là, on a pu en discuter en réunion avec les salariés, les bénévoles, faire des devis en anticipation avec tout un panel de propositions d'ateliers. Et c'est la commission participante avec les bénévoles et des usagères et des participantes de l'association qui a déterminé ce qu'on allait faire à la rentrée. Voilà, donc moi, je mets en œuvre en fait les décisions du conseil d'administration dont elles font partie. Je vais un peu vite, hein, je suis désolée. Voilà, donc vous avez des exemples d'ateliers qu'elles ont décidé. Là, on a vraiment beaucoup d'ateliers qui se sont mis en place avec une véritable implication des personnes. Et c'est rigolo de voir qu'elles passent soit par le centre de santé, qu'elles viennent sur le pôle estime de soi, ou inversement, où certaines, elles vont venir que sur le pôle estime de soi, ou d'autres que sur le centre de santé. Mais tout ça, ça nous donne une très grande richesse des échanges, une richesse du public qui vient participer à tout ce qu'on peut proposer. Et on l'a vu lors de la soirée sur la conférence sur la santé communautaire. La salle était pleine d'habitantes avec leurs enfants. Alors, c'est vrai que c'était un peu perturbant parce qu'on avait parfois du mal à se concentrer, mais c'est aussi de cette façon-là, elles se sont appropriées ce projet. Elles ont travaillé avec nous en amont pour certaines et d'autres viennent y collaborer et c'est ça qui est formidable. Voilà. Alors, vous avez évoqué l'évaluation. En fait, c'est vrai que nous, on se questionne. Donc, on est lieu de formation. On accueille à la fois des professionnels en formation dans le domaine social, des professionnels de santé, des étudiants, des professionnels de santé qui continuent de se former, qui viennent à la Maison Olympe aussi. L'idée, c'est vraiment à la fois de développer la santé communautaire. Et là, je pense que je suis à ce niveau-là, au niveau de Maison Olympe, c'est l'idée de pouvoir. On a un engouement qui est assez étonnant, enfin assez étonnant, assez fort et assez pas étonnant, mais assez marqué, ouais, des étudiants en fait en santé pour la santé communautaire. On n'a aucune difficulté pour avoir des professionnels de santé qui viennent travailler sur Maison Olympe. Clairement, ça, il n'y a pas du tout de pénurie, on va dire, pour venir travailler sur Maison Olympe et pour venir travailler sur éventuellement un centre de santé qui pourrait voir le jour aussi sur le quartier de Mon Plaisir. Et ça, c'est quelque chose, mais en médecine générale. Et ça, c'est pareil, on a déjà du monde pour venir travailler. C'est vraiment, il y a un engouement. Et donc, là, il y a deux choses. C'est à la fois pouvoir proposer sur la fac de santé des interventions sur la santé communautaire pour pouvoir sur Angers, hein, je dis on est sur Angers, mais là, effectivement, c'est la prochaine étape pour moi. Je suis en lien avec Mathieu Levaillant qui gère les services sanitaires, puisqu'on accueille des étudiants en services sanitaires. Et effectivement, l'idée, c'est peut-être ça aussi, de pouvoir amener sur la fac de santé sur Angers. Et l'autre chose, c'est cette évaluation en fait, de l'approche communautaire en santé gynécologique, puisque c'est notre spécialité sur Maison Olympe. Et c'est vrai qu'on a déjà plusieurs thèses qui sont en cours, des thèses de médecine générale. Et là, ça fait partie d'un des sujets qu'on aimerait pouvoir proposer, parce qu'on a des étudiants qui viennent nous voir. Et sur cette évaluation justement de la pratique sur Maison Olympe, alors soit sur la santé globale des personnes, ou plus spécifiquement sur, parce qu'on a aussi une spécificité de prise en charge des états de stress post-traumatique, mais l'apport effectivement de la prise en soins sur Maison Olympe, de cette approche-là sur
soit la santé globale, soit le stress, la santé mentale, en fait. Donc, il y a des pistes comme ça qu'on essaye de développer au niveau de la recherche aussi, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose à la recherche. Avec Charline, on est toutes les deux, on a toutes les deux un pied dans l'université, donc c'est aussi cette idée-là. Et puis, on est dans cette dynamique-là, donc voilà. C'est un petit peu court, mais c'est vrai qu'on est quand même dans cette dynamique-là pour l'année prochaine, enfin après l'été, quoi, pour développer ces sujets en fait, de recherche aussi. Donc, On vous les passera parce qu'on va pas vous retenir plus longtemps parce qu'on sait que vous avez un agenda et on est vraiment, vraiment très désolés. Et merci beaucoup pour ce que vous faites. Bravo, bravo. merci de nous avoir permis de parler de Maison Olympe, de partager et merci pour cette présentation. Merci. Bonne journée à Merci vous. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne Au journée à revoir. vous, mesdames. Merci. On va devoir vous quitter. Donc, merci à tous, à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire consacré à la santé communautaire participative. Nous espérons qu'il a répondu à vos attentes. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à nous contacter CoSanté ou la PMSL pour qu'on puisse transmettre. Une belle après-midi, une bonne fin de semaine et puis au plaisir lors d'un prochain webinaire. Merci à vous. Merci encore, Marc. Merci.